normativité. Alors, il rejoint Marx via, comme souvent, Lukács et Habermas. Le deuxième aspect dont je voulais parler, l'aspect de la lutte, ça suppose donc d'assumer la forme de la lutte pour la reconnaissance. Lutte étant la traduction française du terme allemand Kampf. La lutte, cette lutte, il faut l'entendre en deux sens. Une lutte, ça signifie d'abord une réaction vitale et existentielle. Ça signifie ensuite, mais en même temps chez Honneth, une action morale. Dans son premier sens, dans le premier sens, donc, c'est un sens lutte existentielle, c'est un sens que Honneth reconnaît chez Hobbes. La lutte, en effet, c'est le sens de la réaction de l'individu spolié ou agressé contre son agresseur, c'est-à-dire donc contre celui qui fait acte de crime. Et il y a tout un développement, justement, où Honneth nous explique, je pense à la page 32, par exemple, de la lutte pour la reconnaissance, où il explique que c'est la raison pour laquelle la lutte ne peut pas être pensée comme un crime. Hein, voilà, on ne peut pas confondre cette lutte-là et un crime. Elle n'est pas criminelle. C'est le sens de la lutte et la revendication déjà d'un respect, dans la façon dont on réagit finalement à une agression subie. Le deuxième sens de la lutte, c'est un sens que Honneth repère chez Fichte, et là je vous renvoie à la page 27 de la lutte pour la reconnaissance, où Honneth indique qu'il y a une motivation des sujets à, je cite, devoir à chaque fois se détacher conflictuellement du stade éthique précédemment atteint pour accéder en quelque sorte à la reconnaissance d'une forme plus exigeante de leur individualité. Il y a donc ici déjà le repère d'un potentiel moral des rapports intersubjectifs déjà assumé par le jeune Hegel à la façon dont il pensait le processus de la vie éthique. Je pense au texte de 1802-1803, le système de la vie éthique, et qui sera développé ensuite en 1820 par le terme de moralité. La moralité étant chez Hegel, on n'y insiste pas assez souvent, mais vraiment le ressort de la liberté. C'est ce sens normatif de la lutte que reconnaît Honneth dans la formation, dans la façon dont Marx envisage le travail social, et pas uniquement donc, son sens fonctionnel, mais sous la forme donc d'une conscience émancipatrice. Là, je vous renvoie à nouveau donc, à la page 33 de Un monde de déchirement. L'optimisme, si je résume, donc l'optimisme d'Axel Honneth est encouragé par plusieurs choses, à vrai dire 4 choses selon moi. Premièrement, par notre capacité individuelle, en dépit même des traumatismes que nous subissons, à aimer ceux avec qui nous vivons, ainsi que notre capacité à assumer ce sentiment comme une norme régulatrice de nos agirs sociaux. Premier point. Deuxième point, optimisme, encouragé par notre disposition instinctive, donc, à réagir lorsque nous nous savons agressés, méprisés, et donc à ne pas nous satisfaire de situations de mépris en maintenant un statu quo. Troisième point, raison, motivation d'optimisme, notre ressource, proprement morale, à relever les injustices subies et à nous réorienter vers des solutions de justice et de liberté praticables, vivables. Enfin, quatrième point, notre capacité à ne pas concevoir l'histoire de la pensée comme un conservatoire de thèses dépassées, mais d'assumer la continuité inachevée du processus de la culture qui nous encourage à poursuivre la réflexion critique à propos des traumatismes sociaux aliénants. Voilà, je vais terminer sur ce point d'optimisme. Alors, du coup, il me reste du temps pour évoquer des questions donc, qui resteraient pour la plupart en suspens en mon avis. Alors, il y a vraiment 2 formes de questions, et je vous disais 2 questions auxquelles, me semble-t-il, Honneth apporte des réponses, et puis d'autres plus difficiles. Première question qu'on peut se poser à propos d'Axel Honneth, pourquoi l'idée d'une lutte, présupposée violente, enfin, agressive en tout cas, pour une reconnaissance qui se développe selon une éthique de l'amour? Sur ce point-là, je songe par exemple à la critique que Paul Ricoeur, dans cet ouvrage-là, qui s'appelle Parcours de la reconnaissance, fait, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, fait d'Honneth, en dépit des précautions prises par Honneth, Ricoeur le trouve un petit peu trop obéant, trop inscrit finalement dans la tradition de Hobbes. Je vous renvoie à la page 294 par exemple de cet ouvrage-là. Et
Ricoeur dit, il faudrait quand même, moi ce que je propose, c'est une alternative pacifiste finalement à la reconnaissance, à la lutte, et au procès de reconnaissance, il faudrait que le procès de reconnaissance soit fondé sur l'agapé, l'amour, enfin une des formes grecques avec la philia eros, justement, de l'amour. L'agapé, cet amour généreux, moral, entre guillemets, c'est ce que propose Ricoeur, donc sous cette forme critique, à la page 341 de son ouvrage, donc Parcours de la reconnaissance. Bon, alors là, c'est une critique, en effet, une incompréhension qui est souvent relevée à propos d'Honnête. Je tente une réponse, enfin, il y a déjà des éléments de sa part, mais il y a peut-être une première réponse possible, c'est de rappeler que Honnête a voulu absolument, lorsqu'il parle de la lutte, concilier Hobbes et Fichte. Et que lorsque il évoque justement une lutte pour la reconnaissance, le sens de la lutte ne peut pas être entendu dans un sens purement empirique, d'un agone physique ou même moral, psychique, finalement, entre les deux. C'est ce qu'il rappelle à la page 82 de la lutte pour la reconnaissance, notamment explicitement. Cette lutte donc n'est pas une lutte empirique, mais ce qu'il appelle lui-même une lutte morale. Autrement dit, il y a l'idée que Honnête approfondit dans son projet. Il approfondit cela justement dans le projet de réactualiser la morale marxienne, justement, dans un mode de déchirement. Il y a aussi cette idée-là. Il y a autre chose dont je n'ai peut-être pas, dont je n'ai pas parlé encore. Il y a chez Honnête le souci, en même temps, d'assumer toute la signification contestataire de la lutte. Bon. Sachant que, et là il faut être exigeant, la lutte, bon, pas trop parler d'allemand, enfin, de la conception d'allemand, mais il faut distinguer ce qu'on appelle la lutte de ce qu'on appelle la puissance, ou la domination institutionnelle, Herrschaft, par exemple, ou Gewalt, la violence. Enfin, ces termes ne sont pas du tout équivalents, et ce sont des termes, par exemple, qui sont distingués de façon très très utile dans la sociologie de Weber. On voit très bien, en effet, que lorsque Hegel dit que l'État, lorsqu'il s'intéresse à l'État et la façon dont les institutions de l'État, finalement, peuvent être coercitives, même violentes, c'est Herrschaft dont il s'agit, c'est pas le terme Kampf. Sur ce point-là, il y a d'ailleurs, je vous renvoie à la page 220 chez Honnête, un mode de déchirement où Honnête, justement, situe cette conceptualité de la lutte chez lui par rapport à Weber. Weber est cité, voilà. Sur ce point-là aussi, je vous renvoie aux travaux effectués sur ce point de Catherine Colliot-Hélène, sur cette question-là, fort intéressante. J'ajoute d'ailleurs, dernier point, pour achever de vous donner des pistes pour répondre à cette question-là, qu'il y a, je songe, alors je crois que c'est la page 14 de ce que social veut dire, où, non, c'est plus loin, c'est pas grave, mais non, c'est dans un monde de déchirement où Honnête dit attention à ne pas lire mon texte purement et simplement, et surtout cette question de la lutte, à travers purement et simplement une lecture qui serait hobbienne. Et c'est par exemple l'auteur de Joel Whitebook qui, en effet, oublie par exemple que même chez Hobbes, il commet un contresens chez Hobbes en disant voilà, l'homme naturellement n'est pas violent. C'est faux. Hobbes d'ailleurs n'a jamais dit ça. Il y a une nature humaine qui est faite à la fois du désir et de l'opposition, et les conditions sociales justement de l'existence humaine finalement offrent les conditions naturelles à l'état de nature de ce conflit. Mais il faut faire attention à ce dont on parle. Donc ça c'est le premier point, l'interrogation donc quant à ce terme Kampf, lutte. La deuxième question qu'on peut se poser à propos d'Honnête, légitimement, me semble-t-il, et pour lesquelles il apporte des réponses, c'est la question de savoir s'il est légitime de penser l'universel social, ce que tente de penser Honnête, à partir du principe paradigmatique de l'intime. Autrement dit, pour être plus précis, l'amour est-il une panacée garante de la confiance, de l'estime, de la reconnaissance? Et est-ce qu'il n'y a pas ici, est-ce qu'on ne s'affronte pas ici au problème du sens social du sentiment, dès lors qu'il excède justement des rapports strictement intersubjectifs, intimes, et qu'il s'applique au lien social dans son ensemble? Je pense par exemple, alors si on fait attention à des auteurs que Honnête relie, je pense à Jean-Jacques Rousseau par exemple, et au célèbre passage du contrat social, du livre du contrat social, où Jean-Jacques Rousseau dit, tout le monde connaît ce texte,
dit attention, on ne peut pas confondre les rapports qu'un chef d'État entretient envers son peuple et les rapports qu'un père entretient avec ses enfants. Parce que le rapport entre le père et ses enfants est réglé par l'amour, alors qu'on peut pas dire que le chef d'État engage un lien amoureux envers son peuple. Et ça, c'est très difficile parce que chez Honnête, justement, on a l'impression que cette sphère de l'intime, l'amour est quelque chose qui s'élargit. Voilà. Et pratiquement, si on veut être vraiment critique, sans précaution. Voilà. Alors, là aussi, il me semble quand même qu'il y a une réponse de la part d'Honnête. Moi, j'essaie d'être avocat en même temps. Voilà. On pourrait dire qu'il ne s'agit jamais chez Honnête de reprendre en tant que tel ou d'imiter au sein des autres sphères de la famille que la famille l'amour. L'amour, me semble-t-il, est ici la reconnaissance sociale dans le travail, par exemple, par des encouragements qui peuvent passer par une politique salariale. Aimer ses employés, c'est peut-être les augmenter ou qu'ils fassent ce qu'ils font, par exemple, par leur volonté d'affecter à une population d'individus des droits qu'ils n'avaient pas, lorsqu'on est chef d'État, par exemple. Bon. L'amour apparaît ici comme le ressort normatif subjectif de la reconnaissance. Et d'ailleurs, j'y songeais ce matin en écoutant Frank Lichbach, Honnête pense aussi, certainement ici, au sens que Hegel accorde à ce qu'il appelle Gesinnung, la disposition d'esprit éthique et politique dans les principes de la philosophie du droit, on peut y songer. Mais il y a plus, je crois que c'est peut-être, ça c'est un aspect de la réponse que pourrait donner Honnête, il y a autre chose qui me semble beaucoup plus déterminant, et dont nous avons parlé ce matin, il y a l'idée que la philosophie de la reconnaissance suppose une philosophie des affects. Une psychologie, une psychanalyse, on en a parlé, qui suppose donc que les individus surmontent leurs propres souffrances en retrouvant une confiance dans les autres. Et surmonter sa propre souffrance en recouvrant une confiance dans les autres, c'est justement quelque chose qui se tisse selon une logique amoureuse. Alors, je vous ai dit donc, pour ces deux objections, il me semble qu'il y a des pistes, enfin il y a des orientations de réponse de la part d'Honnête. Alors, il y a deux autres pistes qui me semblent plus difficiles pour Honnête. Là, je n'ai pas trouvé de réponse en tout cas, et j'en rajouterai peut-être une troisième après d'avoir entendu ce matin. Première question, comment rendre raison, chez Honnête, de la défiance qu'il nourrit à l'encontre de l'institutionnalisme qui est sensible à la critique de la rationalité du système chez Habermas, mais surtout critique de l'éthique de l'État, par exemple, hegelien, dans les pathologies de la liberté, par exemple, on s'aperçoit que Honnête, en effet, est assez critique de cette institution de l'État. Au point que, Frank Lichbach le relevait ce matin, au point qu'on se demande même si, finalement, dans ses derniers écrits, il ne revient pas au Hegel de la société civile, finalement. Comme si les principes de la philosophie du droit, finalement, auraient pu se terminer donc, au stade de la société civile plutôt que de l'État. Enfin, je force un petit peu le trait, mais il y a cette question-là. Il y a par exemple, on songe à Honnête lisant Hegel, pratiquement une absence, un oubli en tout cas de la souffrance de Hegel en 1802. Je pense à des textes qui se situent dans les écrits politiques de Hegel, notamment à la Constitution de l'Allemagne, par exemple, où Hegel disait, voilà, à propos de l'État et de l'institution, il dit, voilà, l'Allemagne n'est plus un État. Depuis la guerre de 30 ans, l'Allemagne a perdu ses plus belles provinces, il n'y a pas d'État allemand, il y a des provinces morcelées avec des petits chefs locaux qui font peser leur pouvoir arbitraire, voilà, il faut un code allemand, voilà, il faut une structure institutionnelle qui puisse valoir. Donc il semble y avoir un oubli de ces textes-là, et puis surtout, puisque Honnête nous dit être attentif à ce qui se passe aujourd'hui dans la société, on peut se demander en effet ce qui peut justifier son attitude lorsque aujourd'hui on voit la souffrance de notre société face aux dérégulations violemment mises en place par le capitalisme financier et qui risque d'ailleurs, alors c'est un mal en soi, mais qui risque d'ailleurs aujourd'hui, on le sent bien aussi, de se retourner de façon tout aussi excessive vers des réflexes nationalistes auxquels on peut évidemment tout à fait être assensible. Donc c'est assez étonnant en effet que Honnête persiste dans cette défiance. Deuxième question, Honnête semble maintenir, à propos de la famille cette fois-ci, le modèle d'une famille mononucléaire, de même que son assise
son assise institutionnelle repérée par le mariage. Et on peut se demander si cette image de la famille correspond à ce qu'on observe aujourd'hui dans la société lorsqu'on songe aux familles monoparentales, homoparentales, recomposées, unions libres, etc. Enfin, la façon de vivre ensemble me semble assez difficile. Pourquoi, par exemple, alors là aussi, je songe au rapport à Hegel, il y aurait chez Hegel aussi des choses qui auraient pu éveiller l'attention d'Honneth. Par exemple, l'idée que c'est quelque chose que repère Jacques Dont dans la biographie, par exemple, qu'il propose de Hegel, le rapport que Hegel a très douloureux, que Hegel a entretenu avec son fils naturel Louis. Hegel a eu un fils naturel, Louis, dont il a dû s'occuper. Enfin, les rapports ont été très conflictuels, pas du tout simples. Voilà. Bon, il a toujours cherché à reconnaître ce fils-là, à s'en occuper, estimant que l'ascenseur n'était pas renvoyé. Voilà, mais il y a vraiment une douleur qui aurait pu tout à fait intéresser Hegel. En fait, il s'en tient au rapport à Hegel, à la sphère de la famille, telle qu'elle est pensée comme le premier moment de la Sittlichkeit, et puis c'est tout, on peut s'interroger là-dessus. Enfin, la dernière, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là, mais le dernier point, alors qui est peut-être un point technique, mais j'ai songé à propos de ce que disait ce matin Frank Fischbach, c'est vrai qu'on peut s'interroger à propos des derniers écrits d'Axel Honneth, sur la façon dont il valorise finalement le réseau intersubjectif, finalement, tel qu'il se tisse dans la logique du marché. Voilà, et je disais ce matin que là aussi, il me semble oublier, puisqu'il se veut lecteur du Hegel de 1820, notamment le rôle qu'avaient dans ce texte-là les corporations. Les corporations dont Hegel disait, voilà, les corporations, attention, je ne note pas ici, je ne fais pas œuvre historique, je ne passe pas ici les jurandes, les corporations d'Ancien Régime, mais les corporations, c'est un terme normatif, justement, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui doit être pensé comme devant être, et qui permettrait d'établir le lien, justement, entre des gens qui travaillent et qui cultivent leur talent par leur travail, les échanges, et ce qui sera le salut chez Hegel, c'est-à-dire l'État. Autrement dit, le lien social peut s'enrichir grâce à ces corporations. Donc, on peut s'étonner, en effet, de ce manque de lien avec ce que deviendra l'État, et finalement qu'on s'en tient à une forme de valorisation de ce que Hegel appelait la société civile. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je disais que nous pouvons effectivement chaleureusement remercier Éric Bory pour ce travail qui a consisté à défricher pour nous pratiquement toute l'œuvre d'Axel Honneth en nous proposant des lignes très fortes pour pouvoir y entrer, des précisions, y compris de pagination. C'est un travail assez considérable. Je pense que vous avez certainement un certain nombre de questions à poser. Je vais lâcher le micro tout de suite pour le donner dans la salle, mais je vais me permettre de poser une première question, si vous en êtes d'accord. Juste peut-être pour vous demander de repréciser un petit point pour lequel j'ai peut-être tout simplement manqué un peu d'attention. Lorsque vous êtes dans le point 2 sur la socio-iatrie, vous distinguez 3 éléments, l'anatomie du corps, la symptomatologie du corps en crise et le soin de l'âme. Est-ce que vous pourriez reprendre juste cet élément-là pour repréciser finalement ce qui serait pour Honneth ce soin possible à apporter à l'âme? Et du coup, j'étais un tout petit peu embêtée par l'arrivée de ce terme, mais peut-être encore une fois... ne vous ai-je pas bien suivi. On avait l'anatomie du corps, la symptomatologie du corps, et donc j'étais finalement assez encline à penser ça sur un mode butlerien du corps-sujet, et du coup ressurgit l'âme. Et donc là, je n'ai pas bien saisi, peut-être. Oui, non, alors c'est le terme âme, peut-être, qui porte à confusion. Oui, j'imagine, alors peut-être on pourrait d'ailleurs proposer d'autres termes. Il
il n'y a pas de... Voilà, bon, esprit poserait aussi le problème, remarquez, mais bon, on ne sait pas quoi. C'est pour ça que j'avais, de façon assez neutre, pour parler de l'âme, mais ce qui m'intéressait ici, c'était de m'intéresser à la façon dont, justement, Honnête était lecteur de la psychologie, de la tradition psychanalytique, hein, pour approcher, en effet, donc les pathologies des individus souffrant dans la société. Voilà. Et ce qui était une façon justement d'éviter de considérer le problème comme un problème simplement de fonctionnement, voilà, ou un problème d'ailleurs qui pourrait aussi se retrouver à un autre niveau théorique et spéculatif normatif, mais il s'agit aussi de faire attention à ce que peuvent penser les individus, la représentation qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, justement, et des autres, que ce soit d'ailleurs sur un mode conscient ou inconscient. C'est pour ça que j'avais relevé aussi des moments du texte. Il y a aussi, bien sûr, on écoute, j'avais parlé d'auscultation du corps souffrant, le corps peut dire des choses, bon, mais ce qu'il peut dire exige une formulation, peut-être des intentions, hein, mais il y a aussi des choses qui s'expriment et qui ne relèvent pas de l'intention, de la formulation rationnelle, et je crois que c'est ce qui intéresse Honnête. Voilà. Alors notamment, moi j'ai trouvé c'est un des premiers textes que j'ai lu d'Honnête, mais cette lecture en effet de l'objet transitionnel chez Lincoln est tout à fait intéressante et très étonnante. Voilà. Mais il y a aussi, je disais, parce qu'il s'intéresse à la façon dont Habermas lit Piaget aussi, des choses tout à fait intéressantes. Mais l'âme, oui, c'est pas la psyché platonicienne, voilà, c'est pas le rapport psyché-soma, enfin, tel qu'on pourrait le voir dans le Phèdre. Par exemple. Bien, je vais laisser la parole à la salle. Est-ce que dans la lecture de la section consacrée à la famille, de la philosophie du droit, qui finit, je crois, sur la question de la propriété, est-ce qu'on pourrait dire que la propriété familiale, ça serait le corps familial qui ferait office de doudou? Quelle question. Oui, alors, attention, peut-être une précision, par rectification de précision, c'est vrai qu'il est question, alors, c'est la richesse de la famille, exactement, enfin, le terme qu'il utilise, c'est ça. Et il ne parle pas de... C'est là, parce que ce dont tu parles relève plutôt, justement, enfin, si on parle donc, du bien échangeable ou obtenu par contrat, etc., on n'est plus dans la famille, on est en amont dans la personnalité juridique, dans la question du droit juridique strict chez Hegel, et c'est quelque chose qui se retrouvera, si on songe à la façon dont ça se met en pratique dans la société, au niveau justement de la société civile, au moment où, en effet, il y a des titres de propriété qui sont actifs, et où il y a des échanges qui se créent à l'intérieur même de la société. Donc ce à quoi pense Hegel au niveau de la famille, en effet, c'est la richesse de la famille, notamment donc, la succession, voilà, ou la façon dont on peut utiliser la richesse, et notamment ce sur quoi insiste Hegel ici, c'est, si je me souviens bien du texte, c'est la façon dont cette richesse-là peut aider aussi à l'éducation et aux soins des enfants. Il y a cette dimension-là. Voilà. Juste pour finir, par rapport à la question de la souffrance, qui est un point vraiment important de l'exposer, est-ce que le maximum de souffrance ne se fait pas dans l'attitude du séducteur, qui ne reconnaît pas, lorsqu'il fait l'attitude du séducteur, on a l'impression de voir Kierkegaard se profiler dans l'horizon. Ben, en tout cas, séducteur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, enfin, voilà, mais en tout cas, il y a l'idée d'une attente. Voilà, il y a les attentes de celui qui veut être reconnu, et évidemment, on peut ne pas être reconnu du tout, être reconnu comme on ne l'attendait pas, sous une autre forme que celle qu'on attendait, etc. Bon, alors c'est plus, la figure du séducteur est très déterminée, voilà, mais c'est plus la figure de celui qui est en attente de reconnaissance, parce qu'il se sent indéterminé, parce qu'il se sent non complet dans ce processus de reconnaissance. Bon, pourquoi pas l'appeler le séducteur, mais c'est une séduction de soi à soi en même temps. Voilà, Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Merci Eric pour cette reconstruction de l'ensemble, ou quasiment, de la pensée de Honnête et de son parcours. Je voulais juste une petite
remarque en fait qui serait une manière de répondre à Ricoeur, qui reproche à Axel Honneth de mobiliser la thématique de la lutte, mais ça s'explique par une raison très simple, c'est que le projet initial de Honneth, c'est de rendre compte de la conflictualité sociale. C'est le sous-titre de la lutte pour la reconnaissance, pour la grammaire des conflits sociaux. Donc, je répondrai à Ricoeur que Axel Honneth n'y est pour rien, il se trouve qu'il y a de la conflictualité sociale. Que c'est pas lui qui l'a décrété, simplement il essaye de penser pourquoi il y a de la conflictualité. Il essaye de déterminer quels sont les ressorts des conflits sociaux. Et il utilise la lutte pour la reconnaissance comme un élément explicatif. Il dit on ne peut pas réduire la conflictualité sociale à de simples luttes d'intérêt. Les gens n'entrent pas dans un conflit social simplement pour des questions d'intérêt. C'est la raison pour laquelle justement j'ai rappelé le renvoi de la critique de White Book sur ce point-là, en disant attention, le conflit n'est pas dans la nature humaine, il est dans la société. Il est dans la société. Et il y a la question de savoir aussi ce qu'on en fait. Voilà, la philosophie de Honneth, c'est bon, le conflit est là, est-ce qu'on peut l'orienter, est-ce qu'on peut faire de nécessité vertu, enfin, comment est-ce qu'on le. Tout à fait. Puis alors l'autre point, c'est sur le rapport à l'État, aux institutions. Oui. C'est vrai que c'est un point. C'est un point délicat, mais je pense que déjà, tu as rappelé la date de naissance, d'Axel Honneth, 1946, 45 ou 7, oui, bon. Bref, c'est un Allemand né 49. 49. Donc c'est la génération des Allemands d'après-guerre. Et dans cette génération-là, l'institution étatique, elle pose un problème. Enfin, je veux dire, dérive possible de l'institution étatique, etc. Donc il y a presque un effet de génération d'abord, d'un scepticisme à l'endroit de l'institution étatique comme telle, et plus particulièrement à l'endroit aussi de la forme qu'elle prend chez Hegel. Évidemment, le fait que l'institutionnalisme hegelien et la doctrine de l'État ait pu être exploité entre-temps, par qui on sait dans les années 30 en Allemagne, rend la question épineuse. Donc, mais il n'est pas anti. Enfin, je dirais, ce qu'il essaie de comprendre, c'est des formes d'action politique et d'institutionnalisation de ces actions, mais qui soient insérées dans la vie sociale. Donc, il est contre toute hypostase de l'institution politique, et donc de ce point de vue-là, il fait une critique à Hegel, parce qu'il y voit un des représentants de l'hypostase du politique, sous sa forme la plus extrême. Mais il partage en cela, d'ailleurs, la critique que John Dewey faisait aussi de Hegel dans des termes très proches dans le public et ses problèmes. Tout à fait. D'autres interventions ? Je voulais juste t'interroger sur la distinction que tu as faite entre lutte empirique. Oui. Oui. Oui, c'est pas moi qui l'a. Oui. On trouve ça chez Honneth. Oui, on trouve ça chez Honneth. Lutte empirique, c'est l'agone, et lutte morale. Et quand on parle de conflits sociaux, de conflictualité sociale, aujourd'hui encore, me semble-t-il. Oui, c'est bon, ça marche. Les conflits sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui encore, ils sont aussi empiriques, peut-être surtout empiriques, non? Je veux dire, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a, ou alors j'ai mal compris peut-être, mais une forme de, pas de défiance, mais de réserve à l'égard d'une conception de la lutte, une conception empirique de la lutte, et une volonté de faire une représentation plus morale de la lutte, et voilà. Peut-être, je mal compris. Non, mais. Alors, oui, alors. Bon, le texte auquel je faisais référence à ce moment-là, c'est la lutte pour la reconnaissance et le début. Voilà. Alors, je réponds à ta question très, très précisément. Non, il ne s'agit pas de montrer qu'il
faut complètement écarter l'idée que Honnête, finalement, nierait l'aspect empirique de la lutte et valoriserait donc un aspect normatif. Enfin, autrement dit, bon, la lutte serait quelque chose qui aurait sa raison suffisante, hein, pourrait-on dire, donc dans une revendication morale, hein, dans un devoir. Il n'y a pas de ça, on a montré d'abord, parce qu'on vient d'en parler, la lutte est consubstantielle à la société, hein, et que, parce que la société justement comprend des relations intersubjectives qui sont des relations d'agression, qui sont des relations, voilà, il faut répondre, enfin il faut réagir, et la réaction en effet est une réaction pathologique, enfin voilà. Donc il y a ça dans la lutte, évidemment, et de ce point de vue-là, le rapport à Hobbes, par exemple, est complètement assumé, à condition, disais-je, qu'on ne fasse pas de contresens sur Hobbes, et qu'on se rappelle bien que Hobbes a bien dit que la lutte était une façon de... On pouvait en rendre raison lorsqu'on se souvenait que l'homme était certes... avait la disposition, justement, au désir comme à l'affrontement, hein, les deux sont possibles, et que le creuset social de la condition humaine fait que, en effet, la lutte est quelque chose, est un mode même de l'existence sociale. Voilà, bon, donc, il y a ça. Alors simplement, donc l'aspect empirique de la lutte, il est maintenu. Simplement, ce que dit Honnête, c'est qu'il ne faut pas y voir que ça, parce que sinon, justement, on est dans la lecture caricaturale. On ne voit pas plus chez Honnête que Hobbes, enfin, ou que une forme de stratégie, d'exister sans heurts, enfin voilà. Et donc c'est le rapport à Fichte, hein, justement, et puis à Hegel et à Marx, hein, dans la lecture, qui permet de montrer que c'est aussi la revendication d'autre chose, ce qui porte justement la revendication de la reconnaissance. Il y va aussi de devoir être. Voilà. On lutte évidemment pour ne pas y laisser sa peau, hein, mais on lutte aussi parce que il y a une revendication de justice, hein, chez Honnête, il y a une revendication de la liberté qui doit être vécue par des individus dans une société qui n'est pas, hein, mais qui doit être. Donc là, c'est la revendication à proprement parler morale, et d'ailleurs Honnête le dit, il le dit même à propos de Marx, hein, il dit que c'était étonnant, mais il parle de morale marxienne, d'émancipation, donc il y a cet aspect normatif de la lutte. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'il dit attention, il ne faut pas comprendre la lutte comme quelque chose simplement empirique, c'est simplement empirique, c'est pas empirique. Voilà. Est-ce que c'est ça qui faisait le lien avec je n'étais pas sûr de comprendre avec le texte de Freud que vous avez cité au début, c'est-à-dire en gros, il ne faut pas réduire les luttes à leur côté empirique, et c'est en intégrant la dimension de la reconnaissance qu'on pourra rendre raison d'un certain nombre de phénomènes. C'est ça ou parce que j'avais pas compris. Oui, la justification de mon titre, là... on pourrait faire le lien avec ça ou... Alors, je vois mal, je suis fatigué, mais... Non, je crois que c'est moi. J'ai rien fait. Non, en gros, est-ce que, parce que si on refait le lien avec ce que vous disiez juste à l'instant, vous disiez en fait on ne peut pas réduire la lutte, on ne peut pas réduire les phénomènes de lutte à leur aspect simplement empirique, mais il faut aussi intégrer une dimension morale. Est-ce que c'est ça qui peut faire le lien avec le texte de métapsychologie que vous avez cité, c'est-à-dire en gros, on ne peut comprendre le psychisme que si on intègre l'hypothèse de l'inconscient, ou ça n'a rien à voir? J'ai dû pas suivre. C'est pas du tout ça. Enfin, j'avoue mal comprendre. Enfin, Ouais, c'était la question. Merci d'abord pour cet exposé qui faisait une sorte de panorama assez complet. Bon, je vais poser une question qui est celle d'un auditeur parfaitement inculte sur l'œuvre d'Axel Honneth. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris en quel sens la liberté avait un sens social dans la pensée de Axel Honneth. Je vois bien comment tu as distingué la liberté au sens politique, la liberté au sens du libre arbitre ou moral. En quel sens a-t-elle un sens social? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut comprendre que les pathologies sociales de la liberté
implique donc la reconnaissance d'un déficit de liberté et qu'il s'agirait alors de comprendre l'effectuation de la liberté uniquement dans la lutte. Est-ce que la lutte est l'effectuation de la liberté? Est-ce qu'il y a chez Axel Honneth une identification en quelque sorte entre liberté et lutte? Et alors, si tu permets, je pose une question sur un deuxième point. L'autre point, je suis très étonné de la façon, en tout cas dont tu l'as présenté, dont il donne une extension assez extraordinaire au concept d'amour, puisqu'il en fait à peu près le contraire de ce qu'en disait Hannah Arendt quand elle parlait d'une puissance anti-politique. J'ai eu l'impression, en t'écoutant, encore une fois sans avoir lu, qu'il fait de l'amour une puissance ou quelque chose de potentiel, dans lequel il y aurait une ressource de lutte politique, ou en tout cas qui serait l'accomplissement d'une lutte politique. Donc j'aimerais bien avoir un éclaircissement sur cette question aussi. Bien, merci. Alors, oui, alors, tu peux me rappeler le premier point rapidement donc, essayer de préciser en quel sens la liberté est sociale. Merci Alexandre. Alors, oui, ce qui est... et d'ailleurs, là, on retrouverait une structure d'ailleurs qui n'est pas propre à Honneth, mais qui est déjà chez Hegel. Bon, mais c'est l'idée. Lorsque Honneth parle de la lutte, on vient d'en parler, cette lutte donc qui n'a pas uniquement un sens empirique, même s'il a un sens empirique, elle a aussi un sens moral. Donc ça veut dire que, là je te réponds sur ce point-là, la lutte a un sens moral, ça veut dire qu'il y a une dimension, pour le dire, enfin pour forcer le trait, de la métaphysique des mœurs qui est quand même assumée par Honneth. Il y a une dimension normative qui est tout à fait assumée par Honneth. Hein. Je lutte parce que, bon, évidemment, je suis agressé, mais parce qu'évidemment, j'ai des choses à revendiquer. J'ai une justice que je ne vis pas et que je voudrais bien vivre. Hein. Il y a une liberté qui, pour moi, est impraticable. Il y a un devoir-être, en effet, que je convoque. Donc, il y a une dimension morale, en effet, qui est donc je ne veux pas parler de parti, mais qui est consubstantielle, qui est essentielle à la dimension sociale. Hein. Le moral, de ce point de vue-là, ne s'oppose pas au social. Hein. C'est pas moral contre social. Voilà. D'ailleurs, j'ai essayé de le dire dès le départ, quand je dis, voilà, c'est ce que propose Honneth est assez différent de ce qu'on trouve chez d'autres philosophes qui opposent justement des catégories pratiques de la philosophie par rapport à des catégories pratiques de la philosophie ancienne, en disant, voilà, ce qui était avant est mort, hein, on va reconstruire des choses ex nihilo. Bon, il ne s'agit pas de ça, et le moral est une partie, en effet, de la revendication du social. Mais ça veut dire également, donc, si on accepte ça, ça veut dire donc que tout n'est pas terminé au moment où je revendique. Au moment où justement je suis dans la revendication et dans la lutte, c'est pas terminé. Il faut achever, justement, accomplir, rendre déterminé ce qui demeure encore indéterminé lorsque justement je souffre et que je lutte, c'est-à-dire justement, non seulement il ne s'agit pas simplement d'une idée, mais de faire que ma vie finalement se déroule, enfin, me permette d'éprouver au jour le jour la liberté et la justice. Hein. C'est ça la revendication, c'est ça la vie sociale, enfin, c'est ça le sens social justement de la philosophie d'Honneth. Hein. Il faut que dans ma vie sociale et dans les différentes sphères dans lesquelles effectivement ma vie sociale se déroule, je puisse sentir, hein, c'est de l'ordre du sentiment, hein, que ce soit conscient ou inconscient, mais il y a beaucoup d'inconscients, hein, voilà, je puisse sentir que je suis libre, hein, et que je puisse pratiquer une justice. Ça, c'est le premier élément. Il me semble que la philosophie sociale d'Honneth se situe là, dans ce désir de voir accompli ce trajet-là. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, alors la deuxième... ah oui, alors... ouais. Ouais. Alors, bon, premier élément de réponse, c'est pas le premier à faire ça. Alors, j'ai parlé, alors évidemment, j'aurais pu choisir d'autres textes.
je pense déjà à la complexité même de la philosophie rousseauiste. Bon, alors j'ai parlé du texte du contrat social dans lequel Rousseau dit attention, un chef d'État, c'est pas comme un père. Bon, d'accord, alors là, il n'y a pas de. Voilà. Mais Honnête lui-même, lorsque dans. Alors c'est dans ce que le social veut dire, au monde le déchirement du social, il y a tout un chapitre qui parle de Jean-Jacques Rousseau et qui montre, enfin, l'amour de soi, qui parle de la pitié, enfin, surtout de l'amour de soi, où il montre justement que chez Rousseau, il y a, mais Rousseau est quelqu'un de très complexe, hein, on le sait bien, il y a chez Rousseau en même temps, finalement, une dimension de l'amour hein, qui va au-delà justement de la pure sphère du couple ou de la famille, enfin, dire subjective. Hein, donc il y a ça chez Rousseau. Il y a ça aussi chez Hegel. Bon, il y a ça aussi chez Hegel, où l'amour est quelque chose qui se retrouve, alors qui évidemment se repère dans la famille, mais qui se retrouve ensuite au niveau, par exemple, de l'État, où déjà la façon dont les dispositions d'esprit éthique et politique justement se réalisent, et même au niveau de l'État, dans ce que Hegel repère comme le patriotisme, par exemple, est un acte d'amour, dans la confiance qu'un individu vivant dans une société peut avoir envers ses institutions vivantes, par sa vie même, pas uniquement par une forme de conscience théorique, justement, que les lois c'est bien, enfin voilà, mais dans sa vie même, l'idée que on vit en ayant confiance justement dans les institutions. Hein. Bon, c'est quelque chose, c'est des textes auxquels songe plus ou moins consciemment Hegel, Honnête, pardon, donc il y a ça. Alors, ensuite, il reste en effet cette... je l'ai soulevé d'ailleurs dans des questions moi-même, hein. Ta question rejoint d'une certaine façon la question que je vais poser à Honnête. C'est vrai que, comment est-ce qu'on peut, jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment, enfin quel est le lien y a-t-il vraiment une corrélation entre le domaine de l'intime hein, et le domaine du social, enfin universel, hein, où peut se diffuser l'amour, puisque ce que pense Honnête, c'est en effet justement une façon dans le travail, ou dans les rapports intersubjectifs, voilà, la façon dont je pourrais finalement être prêt à développer une confiance envers des gens que je ne connais pas, ou que, voilà, enfin, c'est un garant de reconnaissance. Donc ça, c'est très délicat. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ricoeur, là on peut reparler de lui, proposait l'agapé, lui dire, ben oui, vous voulez de l'amour envers des étrangers ou des gens a priori avec lesquels on n'a pas... Voilà. Ça porte un nom, c'est l'agapé, c'est l'amour charitable, hein, c'est l'amour qui n'est pas l'amitié, qui n'est pas l'amour érotique, enfin voilà, le désir, c'est l'agapé, vous avez un nom, c'est ce que dit Ricoeur. Et il y aurait peut-être un autre modèle qui serait celui de la philia au sens grec, au sens où on parle aussi à Arendt. Oui, mais là... C'est-à-dire l'amitié, non pas au sens de l'intimité, mais au sens de... Oui, mais la philia, il est, à mon sens, voilà, mais récusé par, enfin, il n'en parle pas, je crois, enfin, en tout cas, il me semble que ça ne l'intéresse pas, parce que la philia n'a pas une structure conflictuelle, justement. La philia, c'est, enfin, non, je m'explique. Aristote dit, c'est le livre 8 et 9 de l'édicte de Nicomaque, voilà, bon, évidemment, la philia n'est pas quelque chose qui gouverne tous les rapports humains, sinon on n'aurait pas à faire des lois. Bon. Et donc, en effet, la philia, on peut regretter qu'elle ne soit pas là. Mais ce que signifie la philia, c'est l'accord donc, entre les individus sur la base de valeurs partagées. C'est l'idée que je ne débat pas voilà, avec mes amis. Moi, j'aime mes amis parce qu'ils... C'est ça la base de la philia, parce qu'ils ont les mêmes goûts que moi, parce qu'ils ont les mêmes désirs, parce qu'on partage en tout cas un fond commun. Voilà, et on se rassemble là-dessus, c'est ça la philia. Donc il n'y a pas de conflictualité, enfin me semble-t-il, au moment où on pense la philia. La philosophie de Netz, elle part en effet du conflit consubstantiel à la société et voir comment est-ce qu'on peut dépasser ça, aménager ça, on en parlait. Et la philia ne me semble pas être justement un modèle d'amour qui puisse, c'est pas la philia que pense son être. Bon, c'est pas à l'agapé non plus. Voilà, mais c'est un amour, je crois, qui est toujours vigilant, enfin toujours, il y a une dynamique hein, chez Honnête, quelque chose qu'il faut travailler. Donc nous sommes responsables, voilà, c'est un amour, enfin j'allais dire un amour libre. c'est ça, il y a la responsabilité de la liberté de l'amour tel qu'il doit se construire, le jour va être intéressant. Puis on peut prendre éventuellement une dernière question.
des dernières questions? Juste sur ça. En fait, quand tu as parlé de l'amour tel que l'entend Honnête, plusieurs fois tu as employé le terme de confiance. Oui. Ça pense avec confiance, Oui. une sorte d'élan de confiance. Alors est-ce que finalement c'est... Parce qu'il n'arrête pas d'en parler lui-même. Hein, là, Est-ce que c'est pas un synonyme de l'amour tel que... Enfin, ce qu'il pense sous le terme amour, est-ce que c'est comme ça? Un élan de confiance? Oui, alors... Ou est-ce que c'est plus que cela? Alors, ben, ça doit être plus qu'un élan, parce que l'élan, ça supposerait, enfin je reprends ton expression, l'élan, ça supposerait d'avoir ses contingents, enfin voilà, que bon, ça peut venir ou pas venir, enfin bon, c'est... Bon, l'amour, c'est vraiment, il y a la question en même temps de la liberté, de la responsabilité, c'est quelque chose, en effet, qu'on doit pouvoir cultiver chez Honnête. Je crois qu'on a insisté sur l'idée d'une culture sociale, enfin des rapports humains, il y a quand même de ça. Bon. Alors, la question de la confiance, oui, sûrement, parce que c'est là où on revient justement au texte de Winnicott, qui montre que le rapport entre la mère et l'enfant et apprendre à faire confiance à quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est pas là, etc., mais dont le lien est indéfectible, même dans son absence. Bon, je crois que la confiance est en effet un élément déterminant, même si il se décline de façon différente selon les sphères sociales, hein, c'est la dignité, bon, le respect, voilà, mais je crois, enfin moi ça me... l'idée d'une confiance, moi ça ne me dérange pas, je ne pense pas que ce soit un mot-là, mais à condition en tout cas de ne pas entendre ce terme comme quelque chose de contingent qui pourrait se faire ou ne pas se faire, au hasard des rencontres, etc. Il y a quand même une dynamique de la revendication. Voilà, ouais. Mais la confiance, c'est quelque chose en effet qui est une façon de pratiquer de façon vivable et responsable en effet l'amour chez